Ce soir, je vais vous conter l'histoire d'une femme devenue reine sans avoir jamais exercé le pouvoir, libre tout en vivant dans la fuite, belle sans jamais rechercher les regards. Elle est née en plein hiver bavarois, portée par les promesses d'un monde qui allait autant l'élever que l'emprisonner. Son nom était Élisabeth, mais le monde la connaît sous un autre nom, Sissi. Son histoire est belle mais un peu triste, parfois même tragique. Alors si vous cherchez un conte léger pour vous endormir, celui-ci ne sera peut-être pas le plus doux. Bonne écoute. Dans le doux halo d'une lumière vacillante, imagine un soir d'hiver bavarois. Le vent souffle timidement entre les branches des arbres nus, tandis qu'au cœur de Munich, dans le Herzog Max Palais, résidence urbaine du duc Maximilien, un cri résonne pour la première fois. Ce 24 décembre 1837, veille de Noël, voit naître une enfant qui allait, sans le savoir, bouleverser les destinées royales de l'Europe. On la prénomma Élisabeth Amélie Eugénie, mais pour les siens, elle serait toujours Sissi. À sa naissance, on remarqua un détail étrange, une petite dent sur la gencive, un signe rare, presque symbolique, que certains virent comme un présage d'un destin à part. Elle était la 4e des 10 enfants du duc Maximilien et de la duchesse Ludovica. Chez les Wittelsbach, l'illustre maison bavaroise, les traditions étaient fortes, mais dans ce foyer-là, elles se mêlaient d'une excentricité presque bohème. Le duc Max, plus passionné de chasse, de poésie et de musique populaire que de rigueur aristocratique, fuyait la cour et préférait de loin sa propriété de Possenhofen, au bord du paisible lac de Starnberg. C'est là, entre les montagnes et les flots argentés, que Sissi grandit. Possenhofen n'était pas un palais figé par le protocole, c'était un petit paradis sauvage. Les enfants y vivaient en semi-liberté, courant dans les prairies, montant à cheval dès l'âge où l'on tient à peine debout, riant au grand air avec les bergers et les pêcheurs. Sissi s'imprégnait de cette nature avec une intensité rare. Très tôt, elle ressentit une affinité presque mystique avec les arbres, les animaux, les paysages. Cette connexion profonde avec le monde vivant ne la quitterait jamais. Mais l'enfance de Sissi, bien que lumineuse, n'était pas toujours paisible. Sa mère, Ludovica, sœur de l'archiduchesse Sophie d'Autriche, portait le poids d'une position inconfortable, assez noble pour fréquenter les plus grands, mais jamais assez haut placée pour vraiment peser. Elle rêvait d'un destin impérial pour au moins un de ses enfants et gardait pour cela un œil rigide sur leur éducation, surtout celle de ses filles. Sissi, elle, se dérobait. Elle préférait écrire des poèmes sombres à l'encre violette que de suivre les leçons de maintien. Son éducation, bien que convenable pour une duchesse de Bavière, était loin des standards requis pour une impératrice. Peu encadrée, souvent interrompue par les absences de son père ou les caprices de la vie à Possenhofen, elle laissa des lacunes profondes, notamment en politique et en langue. Elle s'isolait souvent pour pleurer sans raison apparente, prise d'élan de mélancolie que personne ne comprenait vraiment. Loin d'être simplement capricieuse, elle révélait déjà une sensibilité extrême, un monde intérieur vaste et tumultueux. Toute sa vie, elle confierait à ses écrits ce qu'elle n'osait dire à personne. Le duc Max, malgré son caractère fantasque, restait pour Sissi une figure aimée et respectée. Il la portait sur sa selle lors de longues chevauchées, lui chantait des ballades tyroliennes au coin du feu, l'initiait au monde des simples gens. Ce père-là, souvent absent, était aussi le plus libre des hommes qu'elle connaîtrait.
De lui, elle tira sans doute ce refus de se plier aux conventions, cette volonté farouche de vivre à sa manière. Ses sœurs, en particulier Hélène, l'aînée sérieuse et disciplinée, offrait un contraste saisissant. Hélène suivait avec application les exigences de leur mère, lisait les bons livres, parlait français avec aisance. On disait déjà qu'elle ferait un bon mariage. Sissi, elle, rêvait d'aventures et d'amour romantique, nourrie de lectures de Byron et de légendes germaniques. À l'âge de 12 ans, la jeune duchesse était déjà grande pour son âge, les cheveux épais et sombres, les yeux couleur brume. Elle n'aimait ni les bals, ni les convenances, et détestait être regardée. Elle préférait galoper seule, les cheveux au vent, qu'être admirée dans un salon. Mais le monde autour d'elle changeait. L'ombre de l'Empire autrichien planait déjà sur son destin, sans qu'elle le sache. C'est dans cette enfance à la fois libre et encadrée, poétique et parfois rude, que Sissi forgea ses contradictions. Elle grandit entre deux mondes, celui des traditions rigides de la haute noblesse et celui d'une nature qui appelait à la rébellion douce. Elle ne serait jamais totalement à l'aise dans aucun des deux. Mais c'est dans ce contraste que naquit sa légende. Dans les bras de la nuit bavaroise, alors que les cloches des monastères résonnaient au loin, la petite duchesse apprenait déjà à se dérober aux attentes, à écouter les murmures du vent plutôt que les injonctions des hommes. Sa nature farouche préférait les confidences des arbres au langage compassé des salons. Elle ne savait pas encore qu'un trône l'attendait, mais elle sentait déjà, instinctivement, qu'elle n'était pas faite pour l'obéissance. Et pourtant, bien avant de franchir les portes du destin impérial, il se pourrait qu'un trouble plus doux, plus secret, ait ébranlé le cœur adolescent de Sissi. À 14 ans, Sissi connut ce que l'on pourrait appeler son premier amour, non pas un prince, ni un prétendant officiel, mais un jeune écuyer de son père, prénommé Richard. Il était noble, certes, issu d'une famille comtale, mais bien trop modeste aux yeux de la duchesse Ludovica pour espérer une alliance digne d'une Habsbourg. Sissi, elle, s'en moquait. Richard partageait avec elle l'amour des chevaux, la légèreté des promenades au bord du lac et une complicité douce, sans protocole. Elle songeait à l'épouser. Mais sa mère, attentive aux convenances, mit un terme à cette idylle sans ménagement. Le jeune homme fut éloigné avant de mourir. Sissi, dévastée, n'en parla à personne. Elle enfouit sa peine comme un secret brûlant et la versa dans l'encre. Dans son journal, elle laissa un poème, déchirant de douleur silencieuse, un chant d'adieu à un amour qu'on lui avait refusé. Et cette blessure-là semblait annoncer déjà l'âme farouche qu'elle allait devenir. Très tôt, sa mère lui avait fait comprendre qu'elle ne correspondait pas au canon de beauté de son temps, ni vraiment blonde, ni tout à fait brune, les yeux simplement bruns. Trop banal, disait-on pour briller. Mais Sissi, en observant les regards se tourner malgré tout vers elle, comprit que son charme résidait justement dans cette différence. Alors, elle fit de cette non-conformité une force et développa une attention particulière à son apparence. Non par vanité, mais comme un acte de résistance. Dans un monde où tout lui échappait, ses choix, sa voix, son avenir, son corps devint le seul territoire où elle pouvait encore exercer sa volonté. Ce rapport au contrôle, d'abord discret, deviendrait avec le temps une véritable discipline, presque une armure. Ainsi s'achevait l'enfance d'Élisabeth, duchesse en Bavière. Une enfance bercée par la liberté et la poésie, mais marquée aussi par la perte muette d'un premier émoi interdit. Une enfance qui ne fut pas seulement le début d'une vie, mais le prélude d'un destin à la fois glorieux et tragiquement entravé.
Le mois d'août 1853 baignait Bad Ischl d'une lumière dorée, douce et tiède, comme un rêve d'été. La petite station thermale autrichienne, dissimulée entre les montagnes du Salzkammergut, respirait la paix et l'oisiveté mondaine. C'était un lieu de villégiature prisé par l'élite de l'Empire, et c'est là que l'archiduchesse Sophie, mère de l'empereur François-Joseph, avait choisi d'organiser une rencontre décisive pour son fils. La mission était claire. Ludovica de Bavière devait y présenter sa fille aînée, Hélène, douce, sérieuse, bien élevée, dans l'espoir qu'elle devienne impératrice. Depuis longtemps, Sophie méditait cette alliance entre ses neveux et nièces bavarois et la maison de Habsbourg. Un mariage dynastique, bien pensé, comme on les aimait dans ces hautes sphères où les cœurs comptaient moins que les lignées. Mais rien ne se passa comme prévu. Dans la diligence qui les menait à Ischl, Sissi, tout juste 15 ans, suivait sa mère et sa sœur sans grand enthousiasme. Elle n'était pas invitée officiellement. Elle n'était là que pour accompagner. Encore maigre et timide, souvent silencieuse, elle préférait observer le paysage défiler plutôt que songer à la cour de Vienne. Sa présence était presque un oubli, un détail. Et pourtant, ce fut elle que François-Joseph remarqua. Le 16 août, lorsqu'il aperçut la jeune duchesse pour la première fois dans les jardins de la Kaiservilla, l'empereur de 23 ans fut frappé. Ce n'était pas seulement sa beauté encore juvénile qui le séduisit, ses immenses yeux gris verts, ses boucles d'un brun profond, ce port fragile et rêveur, mais bien quelque chose d'indéfinissable. Une innocence farouche, une douceur instinctive, une vérité désarmante. François-Joseph, éduqué dans la discipline, le devoir, l'ordre, se trouva face à une jeune fille qui semblait venir d'un autre monde. Et en cet instant, sans hésiter, il choisit. Contre toute attente, contre les calculs froids de sa mère, contre les espoirs placés en Hélène, il déclara son intention, ce serait Élisabeth. Pas sa sœur, pas celle qu'on lui avait destinée. Sophie fut abasourdie. Elle aimait Sissi comme sa nièce, bien sûr, mais elle ne la jugeait ni préparée ni convenable. Elle voyait dans cette frêle adolescente une épouse trop jeune, trop sauvage, trop libre pour un empereur. Mais François-Joseph fut inflexible. Il avait pris sa décision, et rien ne le ferait changer d'avis. Sissi, elle, ne comprenait pas vraiment ce qui lui arrivait. Quelques jours après leur arrivée, on lui annonça qu'elle allait devenir impératrice d'Autriche. Elle, la petite duchesse qui écrivait des vers mélancoliques et préférait la compagnie des chevaux à celle des dames de cour. Elle qui avait à peine 15 ans et ne savait presque rien du monde. Lorsqu'elle fut informée des fiançailles, elle se mit à pleurer. Non pas de joie, mais d'un bouleversement profond. Elle n'avait rien choisi, et déjà la cage se refermait. Pourtant, elle ne dit rien. Elle accepta. Comment aurait-elle pu refuser? L'empereur lui-même l'avait choisie, et autour d'elle, tout le monde se réjouissait. Sa mère, soulagée et fière. Hélène, humiliée en silence. Sophie, résignée, mais déterminée à reprendre le contrôle des choses. Les fiançailles furent annoncées publiquement après seulement quelques jours. Les journaux de l'Empire célébrèrent la beauté de Sissi, sa jeunesse, son charme bavarois. On la comparait à une fée, une princesse sortie d'un conte, un vent de fraîcheur sur la vieille cour viennoise. Mais derrière les sourires, la jeune fiancée portait déjà un poids immense. Elle entrait dans un monde de contraintes, de rituels, de surveillance. Elle quittait les forêts de Possenhofen pour le marbre des palais. Et surtout, elle devenait l'objet d'un amour, de la part d'un homme qu'elle connaissait à peine. Ce soir-là,
Dans sa chambre d'Ischl, alors que tout le monde dormait, Sissi resta éveillée, les yeux ouverts vers le plafond. Elle tenait entre ses doigts la bague de fiançailles que l'empereur lui avait glissée sans trembler. Une fine pierre étincelante, belle et glacée. Elle se savait piégée, mais elle ne le montra pas. Pas encore. Ainsi commença le roman impérial d'Élisabeth. Non pas sur un coup de foudre réciproque, mais sur un coup de tête d'un empereur amoureux et la sidération d'une jeune fille que personne n'avait préparée à régner. Le 24 avril 1854, les cloches de Vienne sonnèrent à toute volée. Les rues étaient noires de monde, les balcons garnis de drapeaux, les fenêtres ouvertes aux regards impatients. Dans un carrosse orné de dorures, Élisabeth de Bavière, duchesse devenue fiancée impériale, traversait la ville, pâle comme un lys, vêtue de soie blanche et de perles, escortée par un tumulte de musique et d'enthousiasme. Elle avait 16 ans à peine. La capitale de l'Empire autrichien lui offrait un accueil triomphal. Le peuple, accouru en masse, voulait apercevoir le visage de celle que l'on appelait déjà la plus belle femme d'Europe. Ses cheveux bruns ondoyaient sous le voile nuptial, ses traits encore enfantins semblaient sculptés dans une porcelaine vivante. Et pourtant, derrière cette image parfaite, Sissi n'était qu'une adolescente épuisée, ballottée par les exigences de l'étiquette et paralysée par l'ampleur du moment. La cérémonie se tint dans la fastueuse église des Augustins. François-Joseph, en grande tenue, fixait son épouse avec une dévotion inébranlable. Il était épris, sincèrement, follement. Mais Élisabeth, elle, avançait comme en songe, les yeux baissés, les gestes mécaniques, le cœur serré. Dans sa robe immaculée, elle n'avait pas l'allure d'une souveraine triomphante, mais celle d'une jeune fille perdue, entraînée trop vite dans un rôle qu'elle n'avait ni choisi, ni compris. La cour de Vienne, avec sa rigueur étouffante et son formalisme millimétré, n'attendait qu'elle pour juger. Dès les premiers jours, son entrée fut très marquée, non par son attitude, mais par le contraste violent qu'elle représentait. La jeune duchesse libre de Possenhofen se retrouvait enfermée dans un monde de silence, d'observations malveillantes, de couloirs froids aux échos de velours. Et là, dans l'ombre de chaque salle, se tenait l'archiduchesse Sophie, la mère de l'empereur, femme d'une intelligence glacée, austère et politique jusqu'au bout des doigts, n'eut aucun mal à imposer son autorité. Elle jugeait Sissi inapte, trop jeune, trop émotive, trop peu cultivée. Et elle ne se cacha pas pour le faire comprendre. Chaque geste, chaque mot, chaque tenue de l'impératrice était scrutée, corrigée, réprimandée. Les décisions importantes de la maison impériale restaient soumises à l'autorité de Sophie, qui s'immisçait jusque dans l'organisation quotidienne de la vie de l'impératrice. Sissi n'avait aucune alliée, ni dans la famille, ni parmi les dames de cour qu'on lui imposait. Elle ne pouvait même pas s'occuper de son propre emploi du temps. Elle devint rapidement invisible dans son propre mariage, tandis que François-Joseph, accaparé par les affaires de l'État, restait aveugle à sa détresse. Mais à l'extérieur, le peuple la portait déjà au nu. Lors de ses premières apparitions publiques, elle fit l'effet d'une apparition divine. Les Viennois, fascinés par sa beauté saisissante, par la douceur qu'elle dégageait, se mirent à l'adorer. On l'acclamait dans les rues, on parlait de ses cheveux comme d'une légende, on collectionnait ses portraits. Elle était l'image d'un empire jeune et lumineux, une promesse d'élégance dans un monde de règles anciennes. Ce contraste pourtant la consumait. À l'intérieur du palais, elle dépérissait. À l'extérieur, on la vénérait. Les premiers signes d'angoisse apparurent vite.
Elle dormait mal, mangeait peu, souffrait de migraines. Elle pleurait seule, la nuit, dans ses appartements, écrasée par la solitude, la pression, le manque d'affection véritable. Elle, l'enfant de la nature, était désormais prisonnière d'un monde d'or, de silence et de surveillance. À 16 ans, elle comprenait déjà que sa vie ne lui appartenait plus. Dans les salons glacés de la Hofburg, les jours se ressemblaient, parfaitement réglés, douloureusement vides. Chaque matin, à heure fixe, selon un protocole strict, les dames de service entraient discrètement pour veiller à sa toilette et à sa mise en ordre, comme le voulait l'étiquette viennoise. On l'habillait, on la coiffait, on la décorait presque, comme une poupée d'apparat. Le moindre détail était noté, consigné, évalué. Le moindre faux pas suscitait une remarque feutrée, une réprimande polie mais tranchante. Élisabeth n'avait plus le droit d'être simplement elle-même. La vie à la cour des Habsbourg obéissait encore aux règles rigides de l'étiquette espagnole, héritée des temps anciens. Ces règles n'étaient pas seulement sévères, elles étaient écrasantes. Chaque mouvement était codifié. Elle ne pouvait se promener qu'accompagnée, choisissait rarement son entourage, et sa vie privée était soumise à une surveillance constante, même dans ses gestes les plus anodins. Même son emploi du temps lui était dicté. Elle était impératrice, mais elle n'avait aucun pouvoir, pas même sur ses propres gestes. François-Joseph, bien qu'épris, ne comprenait pas ce mal-être. Il aimait Sissi comme on aime une image, une idée fixe. Il lui témoignait une tendresse sincère, mais sans percevoir la profondeur de sa détresse, car au fond, lui aussi était prisonnier, non d'un protocole, mais de son rôle d'empereur, toujours en uniforme, toujours au service de l'Empire. Élisabeth, elle, sombrait dans un isolement psychologique profond. Elle ne parlait à personne librement. Elle n'avait pas d'amis. Les murs du palais, couverts de dorures et de velours, lui donnaient la sensation d'étouffer. À 16 ans, elle passait ses journées entre les cérémonies et les obligations, sans aucune intimité, sans aucune échappatoire. L'écriture faisait partie de ses rares refuges, avec la lecture, l'équitation et plus tard les langues étrangères, autant d'échappatoires à une vie figée dans le formalisme. Elle se comparait à un oiseau en cage. La mélancolie devint son ombre fidèle. Mais l'Empire attendait d'elle autre chose que des états d'âme. On la pressait d'offrir un héritier, rapidement. À peine mariée, elle dut répondre à cette exigence comme à un devoir d'État. Sa santé fragile, son jeune âge, ses angoisses. Tout cela était secondaire. Il fallait un enfant, et vite. Ainsi, en 1855, Sissi donna naissance à son premier enfant, une fille prénommée Sophie, en hommage à sa redoutable belle-mère. À peine venue au monde, l'enfant lui fut retiré et placé sous l'autorité directe de l'archiduchesse, qui considérait sa belle-fille trop jeune, trop fragile, trop peu formée pour élever un héritier impérial. L'année suivante, en 1856, naquit une seconde fille, Gisèle. Une nouvelle fois, Sissi fut tenue à l'écart. Les deux fillettes grandirent sous une discipline sévère, dans un univers où la tendresse maternelle n'avait pas sa place. Mais en 1857, lors d'un voyage officiel en Hongrie, la petite Sophie tomba malade. La fièvre monta, la maladie s'aggrava rapidement. Elle mourut en quelques jours, probablement de dysenterie, dans les bras d'une mère impuissante, à peine tolérée au chevet de son propre enfant. Ce drame fut une déchirure irréversible. Sissi ne pardonna jamais à la cour, ni à l'archiduchesse Sophie, de lui avoir arraché ses enfants, mais elle ne se pardonna pas non plus d'avoir emmené les siens en Hongrie. La petite Sophie mourut loin de Vienne,
emporté par la maladie, et l'impératrice se crut responsable de cette perte. Gisèle survécut, mais la culpabilité liée à la mort de son aîné marqua profondément Sissi, qui s'éteignit peu à peu dans le silence et la mélancolie. En 1858, l'espoir sembla renaître. Sissi donna naissance à un fils, Rodolphe, héritier tant attendu du trône. Mais là encore, la joie fut vite assombrie. L'éducation de l'enfant fut aussitôt confiée à des précepteurs militaires rigides, choisis par l'archiduchesse Sophie. La volonté maternelle de Sissi fut écartée une fois de plus. Rodolphe grandit dans un environnement austère, marqué par la discipline et la solitude, loin de l'affection dont il avait tant besoin. Ce fils, pourtant chéri par sa mère, lui fut presque aussi inaccessible que ses filles. Privé d'un véritable lien avec ses enfants, dépossédé de son rôle intime, Sissi s'enfonça davantage dans la mélancolie. Dans ses poèmes, elle disait le manque, l'enfermement, la sensation que même sa maternité ne lui appartenait pas. La cour, elle, restait sourde à ce désespoir. On la décrivait comme une beauté insaisissable, une souveraine trop rêveuse, sans jamais remettre en cause les règles qui la broyaient. La jeune fille libre de Possenhofen n'était plus qu'un reflet figé dans le protocole, une prisonnière en robe de soie, adorée en façade, ignorée dans l'intime. Dans les couloirs calmes et glacés de la Hofburg, Élisabeth avançait comme une ombre. Elle parlait peu, fuyait les regards, cherchait déjà l'échappatoire. Elle rêvait de partir, de respirer à nouveau, de redevenir elle-même, et elle partit. Peu à peu, ce qui n'avait été qu'un rêve silencieux devint une nécessité vitale. Son corps se mit à crier ce que son esprit n'osait formuler. Migraine persistante, toux sèche, évanouissement, amaigrissement inquiétant. Les médecins parlaient de fatigue nerveuse, d'épuisement, parfois même de tuberculose. Mais bien souvent, la maladie de Sissi n'était pas dans ses poumons, ni dans son sang. Elle était dans son âme. Une révolte sourde, étouffée par l'étiquette et l'attente permanente de ce que devait être une impératrice. François-Joseph, inquiet, finit par céder. Pour préserver la santé de son épouse, il accepta ce que peu d'hommes du pouvoir auraient toléré. Il la laissa partir. D'abord à Madère, en 1860, sous prétexte de convalescence. L'air de l'Atlantique lui redonna des couleurs. Mais surtout, la liberté retrouvée, l'absence de contraintes, l'éloignement de la cour viennoise lui rendirent le goût de l'existence. Là-bas, elle vivait simplement, marchait pieds nus sur les rochers, parlait peu, écrivait beaucoup. Ce fut le début d'une série d'exils volontaires. Corfou, plus tard, devint pour elle une île refuge, baignée de lumière et de silence, loin du marbre des palais. Elle y rêvait de mythologie grecque, de grands vents, de solitude pure. Elle y fit plus tard construire l'Achilléon, un palais dédié au héros qu'elle idolâtrait, Achille, écho tardif à sa fascination pour la Grèce et la douleur sublimée. À chaque retour à Vienne, Sissi semblait plus lointaine, plus maigre, plus étrangère à tout. Elle ne voulait plus des bals, des cérémonies, des couronnes d'or. Elle refusait les apparitions officielles, prétextait des malaises ou se dérobait sans prévenir. L'impératrice que le peuple adorait ne se montrait presque plus. Elle avait cessé d'être un symbole docile. Ses enfants, elle les voyait peu. Après la mort de sa première fille, Sissi tenta de se rapprocher de Gisèle, mais le lien, brisé très tôt, peinait à se reconstruire. Rodolphe grandissait dans l'ombre de son père, prisonnier lui aussi d'une éducation militaire implacable.
Ce retrait n'était pas indifférence, mais défense. Elle refusait d'être ce que l'on attendait d'elle. Une mère exemplaire, une souveraine présente, une épouse servile. Elle voulait être libre. Et cette liberté, elle la chercha dans l'éloignement, dans l'anonymat, dans le mouvement perpétuel. Elle écrivait des poèmes intimes, sombres, parfois cinglants. Elle y exprimait une révolte voilée contre les conventions sociales, le vide des obligations mondaines et la condition imposée aux femmes de son rang. Elle ne publia rien de son vivant. Ses textes n'étaient pas destinés aux autres, mais à elle seule. Ils étaient son souffle. Ses vers, souvent influencés par Heine, mêlaient une élégance désespérée à une lucidité tranchante. Élisabeth de Bavière, devenue impératrice d'Autriche, avait fait un choix radical. Plutôt s'effacer que se trahir. Elle laissait les cérémonies se dérouler sans elle, les portraits officiels vieillir à sa place, les discours creux occuper l'espace public. Elle n'était plus là. Ou plutôt, elle n'était plus là où on l'attendait. Et dans ce vide qu'elle traçait autour d'elle, elle trouvait enfin un peu de paix. Dans un empire figé dans les traditions, où chaque femme devait vieillir avec dignité, Sissi choisit une autre voie, celle d'une beauté inaltérable, presque irréelle, érigée en rempart contre le monde. Là où d'autres se résignaient à vieillir, Élisabeth opposa au temps une discipline rigoureuse, presque ascétique. Ce n'était pas de la coquetterie, mais un combat silencieux, intime, contre l'effacement. Très mince, à peine 51 cm de tour de taille, elle se soumit à une hygiène de vie stricte. Elle mangeait peu, du lait, parfois un œuf cru, quelques fruits. Sa minceur n'était pas une fantaisie, mais un besoin de contrôle dans un monde où tout autour d'elle lui échappait. Elle pratiquait chaque jour des exercices physiques intenses, équitation, longue marche, gymnastique. Elle fit installer dans ses appartements des espaliers, des anneaux, et suivait une routine rigoureuse, non pour séduire, mais pour tenir son corps à distance des autres, le façonner selon ses propres règles, comme une citadelle intérieure. Mais cette rigueur n'était que la surface d'un contrôle bien plus implacable. Sissi vivait dans la hantise de grossir, comme si le moindre gramme pouvait fissurer l'image qu'elle avait bâtie d'elle-même. Alors, elle serrait chaque matin son corset jusqu'à l'étouffement, repoussant les limites du supportable. Elle visait une taille extrême, 50 cm, et un poids qui ne devait jamais dépasser 50 kg pour 1,72 m. Pour y parvenir, elle ne se nourrissait que de quelques aliments soigneusement choisis, du lait, un bouillon clair de poulet, ou parfois une étrange potion obtenue en pressant plusieurs kilos de viande bouillie, un concentré nourrissant conçu à l'origine pour soutenir les ouvriers trop pauvres pour s'acheter des repas complets. Ce régime n'avait rien de gastronomique. C'était une discipline, une contrainte, un moyen de garder la maîtrise. Elle marchait chaque jour pendant des heures, montait à cheval avec l'endurance d'un soldat et faisait de la gymnastique dans des pièces qu'elle avait fait aménager partout où elle vivait. À la Hofburg, on avait installé pour elle un portique en bois, des barres parallèles, des anneaux suspendus. Elle s'y exerçait seule, à l'aube, dans le silence. Son corps était devenu son seul royaume, le seul espace qu'on ne pouvait lui confisquer. Mais c'est surtout sa chevelure qui devint légendaire. Une masse auburn, longue jusqu'aux chevilles, pesant plusieurs kilos. Cette beauté imposante, elle la portait comme un fardeau, migraine, maux de dos, fatigue. Elle ne faisait confiance qu'à sa coiffeuse Fanny Angeret, qui passait jusqu'à 3 heures par jour à l'entretenir.
Chaque cheveu tombé devait être montré, compté presque, tant Sissi détestait l'idée de perdre une part de sa jeunesse. Dans ses cheveux, elle aimait glisser des bijoux en forme d'étoiles, en diamant. Elle en possédait 2 ensembles, l'un offert à sa fille, Marie-Valérie, l'autre légué à ses dames d'honneur. Elle portait aussi des robes somptueuses, faites sur mesure par des dizaines de couturières en un temps record, ceinturées à la taille pour souligner sa finesse, souvent accompagnée de gants blancs, de dentelles délicates et de parfums aux senteurs de rose ou de violette. Mais cette image, si parfaite, était aussi un masque. Elle refusait qu'on la peigne ou qu'on la photographie après un certain âge. Elle évitait les apparitions publiques, se cachait derrière des voiles ou des éventails. Le monde voulait la contempler. Elle ne voulait plus être vue. Cette obsession de la beauté n'était pas vaine. C'était une forme de résistance, une façon d'exister autrement, quand sa voix, ses enfants, sa liberté lui avaient été arrachés. Elle ne pouvait sauver son fils, ni changer l'Empire, ni revenir à son enfance. Alors elle veilla sur sa silhouette comme sur un dernier territoire à elle seule. Chez Élisabeth, la beauté n'était pas un ornement, c'était une armure et une solitude, car plus elle devenait inoubliable, plus elle devenait inaccessible. Elle avait voulu échapper au rôle d'impératrice et elle était devenue une légende figée dans un miroir. Tandis que l'ombre de Vienne devenait pour elle de plus en plus étouffante, un autre pays, plus vaste, plus rude, plus libre, appelait silencieusement Élisabeth. Ce pays, c'était la Hongrie. L'Empire d'Autriche était un ensemble fragile de peuples et de cultures, souvent en tension les uns avec les autres. Et parmi eux, les Hongrois étaient ceux qui résistaient le plus farouchement à l'autorité de Vienne. Humiliés après la répression sanglante de leur révolution de 1848, ils refusaient d'oublier. Et dans cette fierté blessée, Sissi reconnut quelque chose de familier. Un peuple brisé, mais indomptable. Peu à peu, elle s'en rapprocha, non pas par stratégie politique, mais par inclination intime, presque instinctive. Elle fut séduite par la beauté sauvage des steppes, la rudesse des visages, la chaleur imprévisible de cette nation à part. Là où la cour de Vienne l'enfermait, la Hongrie lui ouvrait les bras. Elle commença par apprendre la langue hongroise, non par devoir, mais avec passion, presque comme une revanche sur l'éducation bâclée de son enfance. C'était difficile, guttural, exigeant, et elle persévéra. Chaque mot conquis était un acte d'amour, un geste de respect. À ses côtés, un homme l'encourageait, le comte Gyula Andrássy, ancien révolutionnaire en exil, figure montante du mouvement hongrois. Ils nouèrent une relation de confiance profonde, rare dans la vie de Sissi. Il la traitait en égale, la regardait sans l'évaluer. Leur complicité fit naître bien des rumeurs. On parla d'un amour secret, d'une passion silencieuse, mais jamais rien ne fut confirmé. Ce que l'on sait, c'est qu'elle lui faisait confiance, et qu'il crut, lui, en sa capacité d'agir. Car Sissi ne se contenta pas d'aimer la Hongrie. Elle prit fait et cause pour elle. Elle s'opposa, avec habileté et constance, à la politique centralisatrice de Vienne. Elle usa de son influence auprès de François-Joseph, qu'elle savait sensible à ses supplications et parfois aveuglé par son amour, pour plaider la cause d'un compromis. Pendant que les ministres discutaient et que les diplomates négociaient, c'est elle qui, en coulisses, ouvrait les portes, apaisait les rancunes, rapprochait les mondes. Sans titre officiel, sans fonction reconnue, elle joua un rôle d'influence majeur en coulisses, usant de son prestige et de ses liens affectifs pour favoriser le compromis, celle que l'on n'attendait pas,
mais sans laquelle rien n'aurait tout à fait été pareil. Et ce fut un tournant historique. En 1867, le compromis austro-hongrois fut signé. L'Empire devenait officiellement une double monarchie. L'Autriche et la Hongrie seraient désormais deux entités égales, liées par la personne de l'empereur-roi. Et cette même année, dans une grande cérémonie à Budapest, François-Joseph et Élisabeth furent couronnés rois et reines de Hongrie. Dans son habit hongrois brodé de pierreries, Sissi n'était plus une impératrice silencieuse. Elle était une souveraine aimée, reconnue, presque libre. Le peuple hongrois, d'ordinaire méfiant, lui offrit un amour sincère et durable. Elle, l'étrangère, avait appris leur langue, compris leur fierté blessée et gagné leur cœur. Le jour de son couronnement, le compositeur Franz Liszt, présent à la cérémonie, s'émerveilla. Elle n'avait jamais été aussi belle. Elle apparaissait comme une vision céleste dans le déroulement d'un faste barbare. Ce jour-là, Sissi ne portait pas seulement une couronne. Elle incarnait un espoir, un lien vivant entre deux mondes que tout opposait. Elle avait soutenu leur cause. Elle les avait compris. En retour, ils la regardèrent comme l'une des leurs. Dans ce fragment d'empire, si différent de la froide Vienne, Élisabeth avait trouvé un territoire intérieur qui lui ressemblait, instable, indocile, orgueilleux, mais authentique. En 1868, une autre enfant vint au monde, Marie-Valérie. Cette naissance marqua un tournant. Sissi, plus mature, plus affirmée, exigea de pouvoir l'élever elle-même, sans l'ingérence de la cour. Elle appelait sa fille « mon enfant hongrois », symbole d'un attachement personnel et d'un choix assumé. Elle lui consacra du temps, de l'attention, une tendresse qu'elle n'avait pu offrir aux aînés. Mais même ce lien, qu'elle voulut unique, fut marqué par l'instabilité. Sissi alternait entre une proximité intense et de longues absences, rattrapée par son besoin d'évasion. Marie-Valérie grandit ainsi dans l'amour d'une mère à la fois dévouée et insaisissable. Le 30 janvier 1889, au cœur d'un hiver glacé, le destin se brisa en silence. Dans un pavillon de chasse isolé, perdu dans la forêt de Mayerling, le prince héritier Rodolphe fut retrouvé sans vie, aux côtés de la jeune baronne Marie Vetsera. Nul cri, nul adieu. Juste le souffle arrêté d'un fils que Sissi avait aimé, cherché, trop souvent manqué. Le deuil fut sans retour. Depuis longtemps déjà, Élisabeth portait le noir dans l'âme. Désormais, elle le porterait sur elle, chaque jour, chaque nuit, jusqu'à la fin. Elle se retira, non dans un monastère, mais dans le mouvement. Elle prit la mer, le train, la solitude, voyageant sans relâche, toujours un peu plus loin, toujours un peu plus seule. On la croisait en Espagne, en Grèce, en Irlande. Son nom n'était plus sur les registres d'hôtels, mais un simple pseudonyme, discret, oublié. Toujours vêtue de noir, voilée parfois jusqu'au regard, elle ne cherchait ni compassion, ni gloire. Elle cherchait l'oubli. Dans ses poèmes, elle parlait à la mort comme à une sœur. Elle écrivait sur les étoiles, les chemins perdus, les silences entre les vivants. Les mots devenaient sa maison, les vers son refuge. Elle ne voulait plus être regardée. Plus d'apparitions, plus de portraits, plus de couronnes. Sa légende, déjà, était en train de se figer. Et puis, un matin de septembre 1898, à Genève, au bord d'un lac tranquille, le fil fut coupé. Un anarchiste italien, Luigi Lucchini, la frappa d'un coup de lime aiguisé en plein cœur. Elle continua à marcher plusieurs minutes
sans se rendre compte de la gravité, puis elle s'effondra doucement, comme on s'endort après une longue fatigue. À 60 ans, l'errante aux yeux de brume quittait enfin la scène. Le monde s'émut, mais elle, déjà, avait quitté le monde depuis longtemps. On se souvient d'elle aujourd'hui comme d'un rêve lointain. La duchesse à cheval, la reine couronnée en Hongrie, la femme voilée d'ombre et de beauté. On raconte ses cheveux jusqu'aux chevilles, sa taille fine comme un ruban, sa passion des îles, ses silences d'encre. Mais au-delà de tout cela, Sissi demeure une énigme. Ni tout à fait reine, ni tout à fait rebelle, ni tout à fait heureuse, ni tout à fait vaincue. Une femme qui refusa d'être seulement ce qu'on voulait qu'elle soit. Une figure de grâce, de fuite, de liberté blessée. J'espère que ce récit, à la fois beau et tragique, vous a plu. Quant à moi, je vous dis bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles histoires.